Août 1944. Paris fête sa libération. Après 4 ans d'occupation, la joie est immense. Mais pour plus de 600 000 Français contraints au service du travail obligatoire, la guerre n'est pas finie. Dans les usines du Reich, ils partagent le destin de 8 millions de travailleurs forcés, raflés dans toute l'Europe par le régime nazi. Cette période, nous allons la raconter à travers le regard d'un jeune Français requis du STO. Il s'appelle Jean Baudet. Il a 20 ans. Il a été affecté à KdF-Stadt, une ville-usine située près de Hanovre. En partant de ses souvenirs et de ses archives personnelles, nous avons reconstitué son histoire et ses pensées. Ce soir, à KdF, on fête la libération de Paris. Qu'on soit de Lille ou de Marseille, on est tous parisiens. Et on crie « Vive de Gaulle !» Quand j'appuie sur le déclencheur, mon copain Chombier éclate de rire. C'est lui qui a accroché le drapeau français au mur. Mais la fête est de courte durée. À 5 heures du matin, le chef du camp, le Lagerführer, entre dans la chambrée en hurlant « Aufstehen ! Los !» Et il faut aller trimer comme tous les jours. Notre libération n'est encore qu'un rêve. Le dimanche à KdF, on ne travaille pas. Minaudant encore. Il était de nuit hier. On passe le temps comme on peut. Certains lisent, la plupart jouent aux cartes. Pigagnol dessine. Moi, je prends des photos en douce. C'est interdit, mais je m'en fous. Les pellicules, je les troque contre des cigarettes, avec un gars qui travaille en cuisine. Tout le monde a le cafard. Ça fait plus d'1 an que je suis là. 1 an qu'on est les esclaves des Boches. Depuis le débarquement, le courrier avec la France est aléatoire. Je n'ai aucune nouvelle de mes parents. Je ne sais même pas s'ils sont encore vivants. Ma mère me manque. Il y a 3 mois, les cadences ont changé. On est tous passés au 3-8. Demain, j'embauche à minuit. KdF. Kraft durch Freude. La force par la joie. Tu parles. En 1938, KdF était l'usine modèle du régime nazi. À son inauguration, Hitler avait lancé ici la production de la Volkswagen, la voiture du peuple. Depuis l'entrée en guerre de l'Allemagne, KdF fabrique des véhicules militaires. Dans 10 000 camps de travail répartis sur tout le territoire du Reich, les travailleurs du STO sont devenus des rouages de l'industrie de guerre allemande. J'espère que je l'ai eu. Ce matin, j'ai caché mon appareil dans ma vareuse. Avant de traverser le canal, je présente mon Ausweis. Et en route pour 10 heures de boulot. Je travaille sur une machine d'emboutissage. 130 pièces par heure pour le Grand Reich. Les chars qui font face à l'armée russe sur le front de l'Est, les mitrailleuses qui fauchent les GIs en Italie et les bombes qui tombent sur des civils innocents, ce sont nous qui les fabriquons. Ça me rend malade.
De l'autre côté de l'atelier, les Russes et les Ukrainiennes travaillent. Je les entends chanter le matin. Leur voix douce m'apaise. Je n'ai pas parlé à une femme depuis si longtemps. Et soudain, j'ai croisé le regard de Natacha. Mon cœur s'est emballé. KDF, 15 septembre 1944. Chers parents, je vous écris cette lettre sans savoir si elle vous parviendra. Je suis indemne, et pourtant les bombardements ont été terribles. Nous avons passé 2 nuits enterrés dans les abris. L'usine a été frappée en plusieurs endroits, et de nombreuses baraques ont brûlé. 3 copains sont morts. La bonne nouvelle est que 150 Français dont moi vont déménager à Neindorf, un village à 13 km d'ici. Nous serons sans doute un peu moins tenus par les policiers et les SS, qui ne ménagent pas leurs coups. Et enfin, nous échapperons aux bombardements alliés, qui sont de plus en plus fréquents. En février 1945, l'Allemagne n'a pas encore capitulé. Mais à Yalta, sur les bords de la mer Noire, les Alliés sont déjà en train de décider de l'avenir de l'Europe. Churchill et Roosevelt négocient avec Staline les frontières de l'après-guerre. Le destin de millions d'Européens va bientôt basculer. « 7 mois ont passé depuis mon départ de KDF, et je me sens un homme nouveau. À Neindorf, nous avons presque l'impression d'être libres. On est dans la nature, tout est désorganisé, on ne pointe plus. Il faut dire que l'usine se réduit à un hangar et 3 vieux Werkschutz pour nous garder. Pour la tambouille, on se débrouille. On glane des patates et on chaparde des poulets ou des lapins dans les fermes des alentours. Il y a 2 mois, un groupe de travailleurs russes et ukrainiens a été transféré ici. Leurs baraques sont juste à côté des nôtres. Tous les dimanches, les Russes organisent un petit bal. Moi, j'adore danser. J'y suis allé. Et là, j'ai revu Natacha. Je n'en croyais pas mes yeux. Quand je l'ai invitée à danser, elle a rougi. Au mois de mars 1945, à l'Est, l'armée rouge enchaîne les victoires. Son avancée vers Berlin semble inexorable. À l'Ouest, les Américains, appuyés par les troupes britanniques et françaises, ont franchi le Rhin. Pour Jean Baudet, comme pour des millions d'hommes, l'heure de la liberté si longtemps espérée est proche. Dans la baraque, Chambier a réparé un vieux poste de radio. Tous les soirs, après le boulot, nous suivons l'avancée des Alliés. Vu notre position, nous serons libérés par les Américains. C'est maintenant une quasi-certitude. J'ai demandé à Pigagnol de faire le portrait de Natacha. Depuis 1 mois, nous ne nous quittons plus. Chambier nous a pris en photo devant la baraque. Elle ne parle pas français. Moi, je ne connais pas un mot de russe. Notre seule langue commune est l'allemand,
que nous baragouinons tous les deux. Je suis amoureux. Dans la chambrée, chacun y va de sa rumeur. Nous allons être évacués, dit le Boniek, qui tient l'information du Werkschutz lui-même. D'autres disent que les Allemands sont tellement contents de tomber aux mains des Américains qu'une évacuation vers l'Est paraît inimaginable. En tout cas, depuis lundi, nous ne travaillons plus. C'est bien la preuve qu'il se passe quelque chose. Dans la nuit du 12 avril, des bruits de canonnade me réveillent. On se bat du côté de Braunschweig. Les tirs se rapprochent. Puis soudain, quelqu'un crie « Ils sont là! Ils sont là !» Les Américains. Il n'y a plus de doute. Ce sont eux. Malgré les ordres du Lagerführer, nous courons à leur rencontre. Je tiens mon appareil à bout de bras et j'appuie sur le déclencheur. C'est la fin de notre calvaire. Dans le cul, ils auront la victoire. Tout le monde reprend à tue-tête ce refrain que nous avons si souvent chantonné à voix basse. Natacha court vers moi. Nous nous embrassons. Bientôt la France, la liberté. En Allemagne, mais aussi en Pologne ou en Tchécoslovaquie, des millions d'hommes recouvrent peu à peu la liberté. Ils étaient travailleurs forcés, prisonniers de guerre ou déportés. Ils n'ont plus qu'un désir, retrouver leur pays, leur famille. Mais l'heure du retour n'a pas encore sonné. Partout, les combats se poursuivent. Plus personne ne fait régner l'ordre. Les Américains ont disparu, et le Lagerführer aussi. Il a bien fait. Il aurait sans doute fini au bout d'une corde. Le Mataf, Pierret et Marco traînent devant la baraque. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Dès hier, l'épicerie de Neindorf a été pillée. L'alcool coule à flot. Soudain, quelqu'un crie « Tous à la gare !» Un train de marchandises est immobilisé sur une voie de garage. Les portes sautent et c'est la ruée. Les paquets sont éventrés et jetés sur le ballast. On sue, on crie, on se bat. Une robe, un chemisier, des sous-vêtements, un chapeau mou. Un appareil photo. C'est un bijou. Celui-là, il est pour moi. Revenu au camp, les filles s'habillent. J'étrenne mon nouvel appareil. Natacha et Olga, sa meilleure amie, prennent la pose. Deux vraies bourgeoises allemandes. Elles sont comme des petites filles le soir de Noël. Natacha me sourit. Je suis heureux. Mais la fête dégénère. Les Russes en ont bavé, ils décident de faire payer les Allemands. Au village, des paysans sont brutalisés, des femmes violées et une ferme mise à sac. Cette atmosphère de vengeance gâche notre joie. Heureusement, ce matin, des copains de KDF sont venus nous chercher en camion. Là-bas, vous serez en sécurité. Les Français ont pris le contrôle du camp. Natacha a décidé de partir avec moi. Pour elle, rien ne compte plus, ni sa patrie, ni même sa famille. Pour passer inaperçue au milieu des copains, elle s'est déguisée en homme.
Le drapeau français flotte devant l'usine de KDF. Les camarades nous accueillent en chantant la Marseillaise. Je suis ému aux larmes. Je retrouve des copains que je n'ai pas vus depuis le mois d'août. Là, à droite, c'est Pierrot, avec la Croix de Lorraine. Et là, devant, avec sa gabardine de la Gestapo, c'est Martin. Il a pris en main la sécurité du camp, en attendant notre rapatriement. Natacha pourra-t-elle venir avec nous? Chers parents, je vous écris de ce KDF pour la première fois depuis 9 mois pour vous dire que je suis libéré et en parfaite santé. Pour nous occuper, nous avons aménagé notre chambrée à ne plus la reconnaître. La moitié est réservée à la cuisine, l'autre au salon. Divan, fauteuil, radio, lustre, tapis. C'est un changement dans notre vie si rapide. Nous nous demandons souvent si ce n'est pas un rêve. S'il va falloir aller retravailler avec un bol de soupe à midi et des los à longueur de journée. Je ne sais pas encore quand je pourrai rentrer. Les routes et les voies ferrées sont impraticables. Mais maman, ne t'inquiète pas. Maintenant que le courrier remarche, je vous préviendrai. L'Allemagne est en ruine, tout n'est que chaos. Pour Natacha, comme pour des centaines de milliers de travailleurs forcés originaires de l'Est de l'Europe, la perspective du retour est une source d'inquiétude. Tout le monde sait que Staline a promis d'envoyer au goulag les prisonniers de guerre soviétiques libérés des camps nazis. Les travailleurs forcés craignent de subir le même sort. Aujourd'hui, nous avons joué les touristes pour la première fois depuis notre arrivée en Allemagne. Nous avons visité le château de Wolfsburg, qui n'est qu'à 2 pas de l'usine. Tout le monde s'est mis sur son 31. Polo et son amie Irina, Natacha et moi. Avec nos bouquets de fleurs, nous avons l'air d'être fiancés. Mais la réalité est plus compliquée. Qu'allons-nous devenir? Rien ne dit que les Américains accepteront de rapatrier les Russes et les Ukrainiens avec nous. Le 16 avril 1945, l'armée rouge entre dans Berlin. 15 jours plus tard, Adolf Hitler se suicide dans son bunker. Berlin tombe. Le régime nazi a vécu. This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced Notre cauchemar s'achève. Hitler is dead. Le jour tant attendu est enfin arrivé. Dans les baraques, tout le monde prépare fébrilement ses bagages. Et pourtant, je ressens autant de tristesse que de joie. Natacha ne viendra pas avec moi. Je l'ai appris hier. Elle n'a pas cessé de pleurer depuis. Ce qui me fait le plus enrager, c'est que ce ne sont pas les Américains, mais les autorités françaises qui refusent de signer son laissez-passer. Je prends une dernière photo des copains. Puis je passe l'appareil à Polo pour qu'il nous prenne, Natacha et moi. J'ai la gorge nouée. Natacha n'a pas pu s'empêcher de prendre son sac, espérant jusqu'au dernier moment un miracle. À la hâte, elle a griffonné son adresse dans mon carnet. Puis elle m'a tourné le dos.
Je regarde l'usine s'éloigner. Tout se mélange dans ma tête. Les mauvais souvenirs et les bons. Nous avons franchi le Rhin et croisons un convoi de prisonniers allemands. La roue tourne. Arrivé le 8 mai à la gare de Liège, j'apprends que la guerre est finie. Je passe la tête à travers la fenêtre. Dans le viseur, des enfants me regardent. Ils promènent un épouvantail à l'effigie d'Hitler. À Paris, Moscou ou New York, les Alliés célèbrent leur victoire sur le nazisme. Cet été-là, plus de 2 millions d'hommes retrouvent la France. Les requis du STO ne vont pas être accueillis de la même façon que les prisonniers et les déportés. Ils renvoient la France à son humiliation, à ses compromissions. Eux qui pensaient être des victimes se retrouvent parfois considérés comme des suspects. Le gars qui mène l'interrogatoire veut savoir ce que je faisais en Allemagne, si j'étais volontaire. J'ai du mal à ne pas m'énerver. Il n'a pas l'air au courant que des milliers de types comme moi ont été envoyés de force chez les Boches par le régime de Vichy. Et lui, il faisait quoi pendant ce temps-là ? J'ai l'impression d'arriver d'une autre planète. Ils sont libérés depuis 1 an, ils ont déjà oublié la guerre. Ils sont joyeux. Rentré dans les Ardennes chez mes parents, j'ai le sentiment de ne pas être vraiment à ma place. Après la joie des retrouvailles, après les embrassades, l'atmosphère a changé. Quand j'ai parlé de Natacha à ma mère et que je lui ai montré sa photo, son visage s'est fermé. Je n'ai aucune nouvelle de Natacha. Où est-elle ? Bonjour Jean. J'écris aujourd'hui une lettre pour toi. Je suis déjà en France, dans la ville de Lille, dans un grand camp russe. Viens me visiter, tu dois le faire vite, parce que nous devons bientôt partir vers la Russie. Jean, tu dois savoir pourquoi je suis allée en France. Mon cœur a beaucoup de douleur de toi. Montre à ton père et à ta mère ma photo. As-tu peur parce que je suis une jeune fille russe ? Je t'envoie 1 million de baisers. Ich liebe dich, ta Natacha. Le sort de Natacha a été scellé en décembre 1944. À Moscou, De Gaulle s'était engagé auprès de Staline à ce qu'aucun citoyen soviétique ne trouve refuge en France. Cet accord se soldera par l'internement et l'expulsion de près de 120 000 ressortissants soviétiques dans l'indifférence générale. Jusqu'à son départ, le 25 juin 1945, Natacha écrit à Jean tous les jours, mais il ne recevra jamais ses lettres. Ce n'est qu'à la mort de sa mère qu'il découvrira au fond d'une armoire les enveloppes encore cachetées. Jean Beaudet n'est jamais parvenu à retrouver la trace de Natacha.